Bonjour à tous. Bonjour. Alors, pour info, pour le déroulé de la réunion, vous pouvez poser vos questions soit dans l'intitulé qui s'appelle Q&R ou directement dans la conversation. Le principe, c'est qu'on va faire une présentation du coup sur le thème du harcèlement au burn-out, comment agir en tant qu'élu. Donc, c'est Kevin ici présent qui va le présenter. On va faire toute la présentation et ensuite, à la fin, moi, je communiquerai vos questions à Kevin pour qu'il y réponde et que vous puissiez être renseigné là-dessus. Et ben, allez, on va pouvoir démarrer, Et la Kevin. distinct, ouais. Je vais, Parfait. je vais peut-être commencer par Par me par présenter. se présenter. Me présenter aussi, et puis Euh, aussi après. Et puis, Ça marche. Du coup, bonjour tout le monde. Pour les personnes qui me connaissent pas, je suis Kevin Lelay, je suis juriste spécialisé en relations collectives et droit social. Je suis chez Solutia depuis 2018 et je réponds quotidiennement à tous les élus de notre base de clients. Je suis également formateur sur les questions, comme aujourd'hui par exemple, sur les questions qui a trait au domaine du droit du travail. Voilà. Je te laisse te présenter, c'est une très Céline. belle présentation, Kevin. Moi, Samuel Cotin, donc chef de projet marketing chez Solucia SPJ. Donc, comme je vous disais, Solucia SPJ, et comme l'expliquait Kevin, c'est une offre de services et d'assurance, alors qui accompagne des partenaires notamment, mais surtout les élus CSE et dans le cas échéant les salariés, dans la résolution des questions et de leurs différends juridiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous propose ce webinaire qui va être présenté par Kevin. Donc, eh ben, on va pouvoir commencer. Et bien, ça marche. Du coup, aujourd'hui, pendant cette 45 minutes à peu près, on se garde toujours à peu près un quart d'heure de questions enfin. On va essayer de balayer un peu un sujet ô combien présent dans les entreprises françaises, qui est le harcèlement. Et un de ses pendants, notamment quand on parle d'harcèlement moral, qui est le burn-out et comment il est traité aujourd'hui dans les entreprises et de manière générale par la société. Du coup, on va commencer hop là, par les différents types de harcèlement et leur gestion. On a dans un premier temps le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce qu'on appelle maintenant beaucoup plus communément les violences sexistes et sexuelles dans l'entreprise. Alors, dans les violences sexistes et sexuelles, il y a également le viol, mais là, du coup, on n'en parle pas puisqu'on a fait une focalise sur le harcèlement. J'ai mis les agissements sexistes parce qu'ils s'apparentent aussi à du harcèlement, mais ne permettent pas la qualification de harcèlement. Mais par contre, ça peut être sanctionné. Donc, pour le harcèlement sexuel, c'est défini aujourd'hui dans deux codes, le code du travail et le code pénal. Les définitions ont fusionné pour avoir une certaine homogénéité. Il faut savoir qu'avant 2021 de mémoire, vous aviez des différentes définitions aussi dans le code du pénal et dans le code du travail. Là, on a fait un travail, le législateur en tout cas a fait un travail de fusion des textes, en tout cas pour créer cette homogénéité. Pour qu'il y ait harcèlement, il faut qu'il y ait des propos, comportements à connotation sexuelle qui sont répétés. Ou alors ça peut être aussi des pressions graves pour obtenir un acte de nature sexuelle. Et bien évidemment, il faut qu'il n'y ait pas de consentement de la victime, puisque le harcèlement sexuel est un délit puni par la loi, donc, et c'est un délit intentionnel. Il faut savoir qu'en droit pénal, les infractions sont toujours des infractions intentionnelles. Vous avez quelques infractions qui ne sont pas des infractions intentionnelles, mais qui sont définies comme telles. Par exemple, l'homicide involontaire est une infraction non intentionnelle, mais c'est prévu par le législateur. Aujourd'hui, sur le volet pénal, le harcèlement sexuel est prévu de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Il faut savoir que vous pouvez avoir des circonstances aggravantes qui viennent augmenter la peine d'emprisonnement et la peine d'amende. Donc ça, c'est sur le volet pénal. Quand on parle d'amende, c'est pas de l'argent qui va. Je préfère l'expliquer parce que souvent on fait la confusion. Quand on parle d'amende, c'est 30 000 euros d'amende qui vont à l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme une amende quand on brille un feu. Finalement, c'est le Trésor public qui récupère cet argent. C'est pour ça qu'après, il y a les sanctions civiles. Donc souvent, quand vous faites un dépôt de plainte, vous demandez à constituer partie civile. La constitution partie civile va vous permettre en fait d'aller devant un juge civil
donc soit devant un tribunal judiciaire, soit devant le Conseil des prud'hommes, pour demander réparation du dommage que vous avez subi. Et donc, dans ces sanctions civiles, on a donc les dommages et intérêts, aujourd'hui, que vous allez pouvoir demander. Donc, mesure assez classique, quand je dis classique, c'est que vous avez un dommage, et donc vous demandez réparation de ce dommage. Donc, il y a un lien de causalité entre le fait, donc le harcèlement, le dommage, et du coup, ce que vous demandez. Et après, bien sûr, la sanction la plus principale, étant donné qu'on est dans le monde du travail, ça va être le licenciement de la personne qui a harcelé. Ensuite, vous avez les agissements sexistes. Donc ça, bon, le titre, il est assez clair. Je vous ai mis la définition. Il faut savoir que ce support-là, on va vous l'envoyer par la suite. Mais il y a une sanction pénale, en fait, aujourd'hui, qui est prévue, mais qui est, en fait, pour l'infraction outrage sexiste. C'est ce qui va se rapprocher le plus de la notion d'agissement sexiste, si vraiment vous voulez aller sur le volet pénal. Et donc ça, c'est une contravention de 5e classe. Donc il peut aller jusqu'à 1 500 € d'amende. Et après, les sanctions civiles, pareil, sur le agissement sexiste, vous allez avoir donc demande de dommages et intérêts. Il va falloir pouvoir prouver le préjudice derrière que le salarié ou la salariée a subi, et le licenciement. Donc ça, tout ce qui est licenciement, de toute manière, ça va être l'employeur qui va avoir le dernier mot sur ces questions-là. Alors, ensuite, vous avez donc là, je vous fais vraiment l'état des différents harcèlements. Après, on va voir la gestion. D'accord? Donc ensuite, vous avez donc le harcèlement moral. Pour qu'il y ait harcèlement moral, donc pareil, code civil et code pénal, étant donné qu'on est sur une infraction pénale, il apparaît forcément dans le code pénal, mais code du travail aussi, puisque du coup, oui, je dis code civil, mais code du travail, parce que du coup, c'est dans les notions de travail. Il faut que ce soit des agissements répétés dans le temps, et qu'il y ait une dégradation des conditions de travail, excusez-moi, qui vont porter atteinte soit à au droit et à la dignité du salarié, à son intégrité physique ou mentale, ou compromettre son avenir professionnel. Dans cette définition, on voit qu'il y a une notion de répétition dans le temps. C'est-à-dire qu'un acte isolé ne pourra pas être on ne pourra pas caractériser le harcèlement moral. Par contre, les juges de la Cour de cassation ont une interprétation très extensive de la notion de répétition. Donc du coup, vous avez en fait cette possibilité où dans un laps de temps très court, l'idée qu'il y a une répétition. Par exemple, dans la même journée, vous pouvez avoir 2 agissements donc, qui s'apparentent à du harcèlement moral. Ça pourrait être suffisant pour reconnaître le harcèlement moral. Les sanctions, donc comme j'ai dit, c'est une infraction. Donc là aussi, vous avez toujours 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende, avec possibilité d'avoir des circonstances aggravantes. Ça va être par exemple du harcèlement moral, ça peut être lié à l'identité de genre, l'orientation sexuelle, ça peut être lié à l'âge, où là, tout ça, vous allez avoir des circonstances aggravantes qui vont venir augmenter ces peines-là. Et après, sanctions civiles toujours, dommages et intérêts, et licenciement ou sanction par l'employeur de la personne qui a harcelé. Les différents interlocuteurs. Donc, pour voir après quelle procédure on peut mettre en place, il faut déjà connaître les interlocuteurs pour la personne qui se trouve aujourd'hui en situation de harcèlement, que ce soit sexuel ou harcèlement moral. Il y a, côté employeur, le manager, le responsable hiérarchique. Ça, c'est, on va dire, le N+1. Souvent, on pense souvent que c'est cette personne-là qui est le ou la harceleur. Alors qu'il faut savoir que quand on parle de harcèlement, il n'y a pas forcément, notamment moral, il n'y a pas forcément de lien hiérarchique qui existe entre les deux. Donc ça peut être le collègue, ça peut être quelqu'un d'un autre service, ça peut être en fait toute personne de l'entreprise. C'est vrai qu'on identifie souvent le manager, ou en tout cas dans l'imaginaire commun, c'est le responsable hiérarchique, alors que pas du tout. Donc sur les interlocuteurs, on a après donc le service des ressources humaines et le référent harcèlement de l'entreprise dans les entreprises de plus de 250 salariés. Dans les entreprises de moins de 250 salariés, l'employeur n'a pas l'obligation de mettre en place un référent harcèlement de l'entreprise. Et côté CSE, on pense toujours, parce que chaque CSE doit avoir un référent harcèlement, que l'interlocuteur, c'est le référent harcèlement, alors que pas du tout. Chaque élu membre du CSE a dans ses missions la santé, la sécurité, les conditions de travail, et à ce titre-là, à ce titre de ces missions-là, peut accueillir le témoignage d'une personne qui se dit en situation de harcèlement.
et faire la passe ensuite au référent harcèlement ou est-ce qu'il peut gérer lui-même? Elle peut, mais elle peut gérer lui-même. C'est-à-dire qu'il est en capacité aujourd'hui. En fait, la différence, c'est que le référent harcèlement va avoir une formation sur le harcèlement, qui est une formation qui est très orientée harcèlement sexuel d'ailleurs, pas trop harcèlement moral. C'est là où il y a un petit manque peut-être aujourd'hui. Mais aujourd'hui, techniquement, un élu, en fonction des relations qu'il peut y avoir dans le CSE, n'importe quel élu pourrait garder. Vous pouvez avoir des situations, par exemple, où ça va être le référent harcèlement qui est en situation de personne harceleur. Donc ça devient très compliqué. Alors, c'est très rare, mais ça arrive. C'est quelque chose qui peut être envisagé. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas tout centraliser sur une seule et même personne Bien sûr. pour recueillir ce témoignage. Du coup, la gestion des signalements. Donc, il faut savoir que, comme j'ai dit, soit on va le signaler à une personne côté employeur, soit on va le signaler à une personne côté CSE. On pousse au maximum à ce que ce soit le CSE qui soit l'interlocuteur privilégié dans les cas de harcèlement, parce que, étant donné qu'il représente le personnel, les salariés de l'entreprise, c'est quand même beaucoup plus, on va dire, le salarié sera beaucoup plus à l'aise pour parler d'une situation qui est très lourde à porter. Donc, côté employeur, comment ça se passe? On lance une procédure en interne sur le harcèlement. Donc, il y a lancement d'une enquête, souvent conjointe avec le CSE, c'est pas une obligation. Et vraiment, il faut voir, moi, je pars du principe que je mets toujours conjointe avec le CSE, parce que c'est compliqué de lancer une procédure pour lutter contre le harcèlement sans le CSE, sans les représentants du personnel. Après, vous avez des employeurs qui préfèrent garder ça de leur côté pour éviter que ça s'ébruite et du coup ne le font pas. Ensuite, il y a une restitution d'une enquête en réunion CSE. Pourquoi il y a une restitution de cette enquête? Parce que c'est des questions de conditions de travail. Le harcèlement, donc on est obligé d'informer le CSE sur ce sujet-là. D'accord? Et après, l'employeur va prendre la décision de savoir s'il y a une situation de harcèlement ou pas, et les mesures qu'on va faire, est-ce qu'on va sanctionner, est-ce qu'on va faire une mutation, est-ce qu'on va mettre en place des mesures de formation. Tout ça, mais ça va être vraiment à la main de l'employeur. Donc finalement, dans les entreprises où l'employeur a un certain management assez opaque, avec très peu de visibilité, bah, cette procédure-là arrive souvent comme résultat où on va taper un peu sur les doigts du harceleur ou de la harceleuse, et ça s'arrête là. Et finalement, la personne en situation de harcèlement, bah, elle sera toujours dans son mal-être, elle Elle ne est se pas sera pas sentie protégée. écoutée. Ouais. Et le CSE aurait eu un levier, finalement, pas super important dans toutes ces décisions. Donc c'est pour ça que nous, en tout cas, chez Solutions, on met l'accent sur dire il faut que le CSE soit vraiment identifié comme la porte d'entrée pour faire arrêter la situation de harcèlement. Pourquoi? Parce que quand le CSE est interrogé, on lui donne, il va déclencher ce qu'on appelle un droit d'alerte. Le droit d'alerte, ça va déclencher toute une procédure derrière qui va obliger l'employeur. Et nous, ce qui nous intéresse, donc en cas de harcèlement, que ce soit sexuel ou moral, c'est le droit d'alerte à l'atteinte aux droits des personnes. Comment ça se passe cette procédure? Donc il y a une saisine de l'employeur par un membre du CSE, celui qui a reçu, ce que je disais tout à l'heure, ça peut être n'importe quel membre, c'est j'allais dire dépôt de plainte, c'est pas le bon terme, mais qui a reçu en tout cas les propos de la personne qui est en situation de harcèlement. Et là, va se déclencher une enquête. Cette fois-ci, l'enquête, elle doit se faire conjointement, c'est une obligation, avec le CSE. Donc, c'est CSE et employeur, on prend un représentant de chacun. Généralement, ça va être le référent harcèlement, puisqu'il est formé sur la question, qui va faire cette enquête, mais ça pourrait être très bien n'importe qui d'autre. Souvent, ça va être la personne qui a recueilli le témoignage qui va suivre cette enquête. Et une enquête peut être lancée sans que ce soit passé par. Enfin, une Non, enquête contre harcèlement peut être lancée sans que ce soit passé par le CSE. comment ça? Bah, si un salarié n'a pas démarché le CSE concernant son harcèlement Ouais. et qu'il y a une enquête qui est lancée Bah, du et coup, que le CSE n'a pas été associé, est-ce qu'il prend quand même en charge alors oui et non, c'est-à-dire que si l'employeur, il n'a pas été au bout de sa procédure et qu'il en informe le CSE va pouvoir dire, bah, moi je veux intégrer cette enquête, l'employeur résiste, bon là dans ces cas-là, il dit, bah, déclenchement, droit d'alerte.
Ok. Le mieux, c'est de déclencher ce droit d'alerte. Soit de mettre en place conjointement, idéalement, dans un monde parfait, c'est travailler main dans la main avec l'employeur pour mettre en place une procédure écrite de lutte contre le harcèlement. Dans cette procédure, c'est qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a un signalement de harcèlement, comment on fait, comment on travaille conjointement, sans déclencher un droit d'alerte. Parce que quand vous déclenchez un droit d'alerte, après, ça s'inscrit dans un registre sur l'atteinte aux droits des personnes ou danger grave et imminent. Enfin, vous avez plusieurs registres qui existent dans l'entreprise, mais une inscription. D'accord? Les conséquences, surtout à la fin de la procédure d'enquête, ne seraient pas les mêmes. Ok. Là, si on reste sur l'alerte, donc il y a l'enquête conjointe, sans délai, d'accord? Et à la fin de cette enquête, il y a une restitution qui est faite. On réunit le CSE, réunion extraordinaire, et là, on voit s'il y a une carence de l'employeur, donc si l'employeur ne fait pas le nécessaire, ou s'il y a une divergence, l'employeur, donc il y aura un rapport. Donc sur le rapport, on va dire, le CSE estime qu'en effet, on est en situation de harcèlement. Et de l'autre côté, tu as l'employeur qui va dire, non, on n'est pas en situation de harcèlement. Le manager, on va partir de l'hypothèse où c'est un manager, le manager n'a rien fait de mal, puis au pire, c'est pas grave, solution qui arrive, on va faire changer de service la personne qui se dit en situation de harcèlement. Donc finalement, en fait, les conséquences un peu néfastes Du harcèlement, c'est que la personne change de métier. vont peser sur la personne qui se fait harceler. C'est Ok. pas le but. Donc, et c'est en ça que c'est intéressant de saisir plutôt le CSE plutôt que d'en parler directement à la direction. D'accord? On va voir après pourquoi c'est important aussi d'en informer quand même la direction, juste après. Et du coup, ce qui se passe, c'est que si jamais, et c'est le seul cas, pas harcèlement, mais le cas où l'alerte atteinte aux droits des personnes, si jamais il y a une divergence entre les deux et que l'employeur ne veut pas entendre raison, le CSE, après bien sûr consultation du salarié qui se dit victime va pouvoir saisir le conseil des prud'hommes. C'est le seul cas où le CSE va pouvoir se substituer au salarié pour saisir le conseil des prud'hommes. Ok, d'accord. Dans tous les autres cas, c'est le salarié qui doit faire la démarche. Ok. Pour CSE peut l'atteinte aux droits des accompagner. personnes, oui, il peut l'accompagner, il peut le conseiller, utiliser par exemple notre offre protection juridique pour dire là, vous donne horaire d'avocat seront pris en charge. Mais c'est le seul cas où le CSE va dire moi je saisis le CPH pour toi, le CPH conseil des prud'hommes. Donc finalement, le résultat n'est pas forcément le même. C'est-à-dire que dans le premier cas où c'est l'employeur qui lance sa procédure, c'est l'employeur qui a la main sur tout. Dans le second cas, au final, dans l'entreprise, c'est l'employeur qui garde la main sur la décision finale dans l'entreprise, Ouais. mais le CSE aura un dernier levier à actionner pour accompagner l'employeur, le salarié. D'accord? Avant que je vous parle de la responsabilité de l'employeur. Ce qui se passe, c'est pourquoi on va parler de responsabilité de l'employeur parce qu'on est dans le cas où finalement on doit attaquer l'employeur parce qu'il ne remplit pas ses obligations. D'accord? Donc l'employeur a des obligations légales qui est l'obligation générale de sécurité. D'accord? Et après, vous avez des obligations très spécifiques sur la prévention du harcèlement. Donc là, je vous ai mis les articles, vous pouvez les reprendre, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est un des fondements sur le harcèlement. Alors après, vous avez des articles qu'on avait vus précédemment sur l'infraction elle-même de harcèlement moral et harcèlement sexuel. Mais ça, c'est pour demander à aller encore plus loin sur le manquement. Parce que finalement, quand on est sur du harcèlement, c'est la personne harceleur qu'on va attaquer. D'accord? Mais comment on peut aller attaquer l'employeur? Puisque l'employeur, il va dire, pour pouvoir reconnaître la responsabilité d'un employeur, c'est ce qu'on appelle en droit civil la responsabilité du fait de son préposé. Donc en gros, toi, tu es mon salarié. Si tu fais quelque chose dans le cadre de ton travail, c'est moi qui suis responsable. C'est pas, voilà. Donc l'employeur va dire, non, il a agi en dehors de ses missions normales. Donc moi, je ne suis pas responsable. Et la Cour de cassation est venue nous dire, c'est vraiment, vous avez une décision de la Cour de cassation, assemblée plénière, je crois, qui est venue nous dire que la charge de la preuve, elle est partagée. C'est un peu spécifique comme chose, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour pouvoir démontrer la responsabilité de l'employeur, il va falloir démontrer que l'employeur, et c'est pour ça, c'est la première étape, donc alerter le CSE pour qu'il y ait un droit d'alerte ou alerter l'employeur, c'est primordial. C'est parce qu'il va falloir démontrer que l'employeur avait connaissance
de la situation de harcèlement, mais n'a rien fait. Donc demain, si vous avez un salarié qui va aller saisir directement le conseil des prud'hommes parce qu'il estime qu'il est en situation de harcèlement, l'employeur dira, bah, moi, je n'étais pas au courant de ça. Donc comment je peux corriger et comment on peut dire il y a eu un manquement à mon obligation de sécurité. Et c'est là où le CSE a un grand rôle Et via c'est là, la stupidité, tu vois. exactement. En fait, ça va être là où le CSE, il va faire le relais. Parce que c'est très compliqué. Enfin, faut se mettre à la place du salarié qui est en victime de harcèlement, Mm. qui est proche du burn-out, on va le voir après, mais et qui du coup, en fait, a peur de parler. Et c'est en ça où le CSE va avoir en fait tout un travail de communication à faire sur on est là pour vous protéger en cas de harcèlement, enfin, avec vraiment des flyers, enfin, tout ce qu'on peut mettre à disposition du CSE pour communiquer sur cette problématique-là, pour que si le salarié a peur d'en parler à son service RH, le CSE puisse prendre le relais et que si jamais on doit aller au conseil des prud'hommes derrière, on ne pourra pas reprocher au salarié de ne pas avoir alerté l'employeur et que c'est l'employeur finalement qui n'a pas écouté, enfin n'a pas pris en compte, pas assez pris en compte la situation de harcèlement Mm. et qui du coup ne remplit pas son obligation générale de sécurité. Ok. Et donc avec ça, on peut demander du coup réparation du dommage. Notamment si, je vais dire une bêtise, à la fin, la solution, tout à l'heure je parle de mutation, mais la fin de la solution, c'est une rupture conventionnelle avec la personne qui était en situation de harcèlement. Ah, ok, la personne qui a été harcelée. Ouais, Donc, encore une fois, c'est quand même la personne harcelée c'est ça. qui subit les Mais, conséquences. et là, ça arrive encore beaucoup. Ouais. Où finalement, les conséquences sont sur la personne harcelée et pas forcément. Alors, ça tend à changer, Mm. mais on en est encore loin. Et réparation du préjudice, ça peut pas être justement un licenciement du harceleur? Alors ça peut, alors, à terme, enfin, une fois que la personne a eu la rupture conventionnelle, parce que pour le coup, là où je voulais aller sur le terrain, c'est de la rupture conventionnelle. C'est-à-dire que même si vous avez sur la rupture une homologation qui est faite par la DRETS, l'inspection du travail, enfin une partie de l'inspection du travail, du coup, vous avez, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je devais retrouver ce que je... Tu parlais d'une rupture Oui, conventionnelle en non, cas mais de... voilà, c'est que du coup, en fait, derrière, après, au Conseil des prud'hommes, on pourrait très bien dire, bah, finalement, mon consentement sur la rupture conventionnelle a été vicié. On m'a un peu poussé à partir par le biais d'une rupture conventionnelle, ou alors un licenciement avec une transaction, et de se dire, voilà, enfin, voilà, après, la transaction éteint normalement toute action en justice pour contester la situation de harcèlement. Voilà, après, ça, faut voir avec un avocat sur quelle stratégie prendre. Si on est dans le cas d'une rupture conventionnelle, pour moi, c'est après dire que la rupture, elle n'est pas bonne et que du coup, on est sur un licenciement abusif. Demander un licenciement abusif, Barab Macron ne s'applique pas. Donc, on peut demander facilement 6 mois de salaire. Par exemple, enfin, je vous dis ça comme ça, mais du coup, c'est en ça que c'est intéressant. En tout cas, c'est des mécanismes qu'on peut encore utiliser avec la voie judiciaire sur la question. L'idée, et c'est pour ça, et j'insiste, hein, peut-être que j'insiste un peu trop sur la question, mais il faut vraiment que le CSE soit reconnu comme l'interlocuteur privilégié des salariés en cas de harcèlement. Et j'irai plus loin, c'est qu'aujourd'hui, le Code du travail, la législation de manière générale, oblige à ce que ce soit le référent harcèlement qui soit formé sur les questions de harcèlement. Mhm. Mais ça, et là, je ne sais pas s'il y a des délégués syndicaux dans l'audience, mais ça va être négocié, notamment sur l'accord de mise en place du CSE ou l'accord de fonctionnement du CSE, négocié pour que l'employeur prenne en charge une formation sur le harcèlement, donc qui va plus loin que la formation santé, sécurité, conditions de travail que vous avez en début de mandature, pour que tous les élus soient formés ou sensibilisés sur les questions et la gestion du harcèlement, que ce soit harcèlement sexuel ou harcèlement moral, et donc bien choisir l'organisme de formation pour que la totalité de ces problématiques soit traitée à ce niveau-là. Et en fait, il ne faut pas que ce soit seulement 10 minutes ou un quart d'heure de la formation santé, sécurité, conditions de travail. C'est aller plus loin sur, et donc là, c'est vraiment de la gestion, je veux dire la gestion de crise à la limite, mais c'est vraiment comment réagir sur ces questions. Comment réagir, comment accueillir un témoignage d'une personne en situation de harcèlement. Alors, en étant je ne vais pas le détailler, mais ne pas être dans le jugement, accueillir, euh, montrer qu'on est à l'écoute. Tout ça, c'est une posture, mais il y a des personnes, c'est très inné pour eux, et d'autres, ça doit s'apprendre. Et c'est Ouais. important d'être sensibilisé sur ces questions.
Voilà pour ma petite digression. Avant Ouais. d'attaquer le burn-out, est-ce que tu veux qu'on réponde déjà à Peut-être des une questions? série de questions, parce Comme ça, on qu'après, prend du sur coup, le ouais, harcèlement et après, on basculera sur le burn-out. tout à fait. Très bien. Ça va permettre de faire une petite partie sur ta présentation. Euh, du coup, il y a une question que je t'ai un peu posée de manière Ouais. décalée tout à l'heure, mais il y a, euh, il y a Nathalie Labadie qui posait si le CSE n'a pas été associé ou informé de l'enquête, l'employeur a-t-il une obligation de lui restituer l'enquête? Alors, la restitution de l'enquête, peut-être pas. Il a l'obligation d'informer Le le CSE. CSE, puisque, comme je disais tout à l'heure, on est sur des sujets de conditions de travail et compagnie. Il n'a pas l'obligation de restituer l'enquête dans son entièreté. Ok. Et je voulais dire un autre truc qui était important et que j'ai oublié entre le De la restitution de l'enquête. Non, bon, Par rapport, ça va me revenir par après. rapport à cette question? Non, mais c'était du coup dans ma tête, ça fait un lien, mais Ok. souvent les liens sont pas. Peut-être avec les autres questions. Ouais, non, je pense aussi. Mais... On a Françoise qui nous dit bonjour, je suis élu CSE référente harcèlement. Quelles sont les actions possibles à mettre en place au sein de ma société? Euh, C'est large comme question. ouais, c'est très large. Ça va être beaucoup d'actions de communication. Ouais, auprès des salariés. Beaucoup d'actions de communication. Ça va être, ça dépend du climat de l'entreprise, le climat social, avec la direction, j'entends. Mm. Ça va être faire des campagnes de sensibilisation, donc pris en charge par l'entreprise, sur les violences sexistes et sexuelles. Ça va être s'assurer et également être très regardant sur les formations. Donc, en fait, il y a un plan de formation chaque année qui est fait dans toutes les entreprises avec le maintien de l'employabilité, mais ça va être quelles sont les mesures d'accompagnement des managers dans l'entreprise. Quand on parle de harcèlement moral, comme j'ai dit, même si c'est pas forcément le manager, c'est beaucoup le manager. Est-ce qu'on est dans le cadre, voilà, il y a des personnes qui sont, souvent ça marche beaucoup comme ça en France encore, mais il y a des personnes qui sont très bons techniciens sur leur poste, Mm. et du coup, l'évolution qu'on estime logique, c'est que ce très bon technicien devient manager d'une équipe. Sauf que C'est pas manager une forcément équipe, une solution. c'est un métier complètement différent. Ouais. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai la chance, je suis juriste, c'est mon métier de formation, et puis c'est ce que je fais dans mon travail. Je suis devenu manager, mais pour autant, mon employeur a pris le temps de me former sur des questions de management. Il y a un suivi qui a été mis en place, parce que même si j'ai un relationnel très facile, enfin, derrière, il y a des techniques quand je dis des techniques de management, des approches de management, comment on peut parler aux gens, Mm. qui ne s'inventent pas. Et donc, du coup, il y a il y a ce besoin derrière d'être formé. Donc, quand on est référent harcèlement, même si des textes aujourd'hui par référent harcèlement plutôt du harcèlement sexuel, ça va être de regarder tout ça. Mettre en place, être sûr que l'employeur mette en place des sensibilisations sur les violences sexistes et sexuelles, et comment a été fait le plan de formation pour les managers, les mesures d'accompagnement. Je pense que ça, c'est une première étape. Et puis après, bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, communiquer au maximum, se montrer. Enfin, quand je dis se montrer, c'est pas se montrer pour le plaisir de se montrer, mais montrer qu'on est là, On est présent, et ouais. qu'on est réceptif à toute demande, Ah, surtout et que les personnes seront bien accueillies. parce qu'une personne harcelée peut aussi se sentir un peu honteuse. Enfin, il peut y avoir une Exactement. honte et une peur de parler Tout à fait. du harcèlement aussi. Et c'est pour ça, et c'est pour ça que je le dirai jamais assez, mais c'est que, en fait, le fait, même si ça paraît très scolaire au début, de répéter qu'on est là en cas de harcèlement, faire des affiches et compagnie, mais en fait, à un bout d'un moment, ça va rentrer dans l'inconscient et ça va créer, en fait, le CSE va être un peu une safe place Mm. pour les personnes en situation de harcèlement. Et du coup, ils auront plus de facilité à parler. Et ce qui va permettre à l'entreprise, en fait, de mettre en place des mesures correctives, parce que souvent, quand on parle de harcèlement moral, bah, le sous-jacent, c'est qu'il y a un problème au niveau du management, de la gestion du management, de la formation des équipes. Donc, ça va être mettre en place un plan de développement des équipes managériales pour éviter tout ce qu'on appellera aujourd'hui management toxique. Ok. Euh, on a une autre question de Valenbois, ça doit être un nom de famille. Bonjour, pas de considération de relation hiérarchique pour qualifier le harcèlement. Non, Ok. c'est une question. Ouais, c'est bon. Je crois que c'est une affirmation. Non, c'est-à-dire Je l'ai peut-être un peu mal lu. Mais non. Et aujourd'hui, en fait, dans le code du travail ou le code pénal ne prévoit pas de lien hiérarchique identifié pour qualifier l'infraction de harcèlement moral, en l'occurrence. Ok. Mais sur du moral.
On a une question qui dit bonjour, le droit d'alerte se fait-il forcément par écrit? Non. C'est mieux de le matérialiser par écrit. Pourquoi? Ça peut être un mail seulement. Mais pourquoi? Parce que ça permet en fait de dater et de se dire quand il y a un droit d'alerte, on doit lancer une enquête sans délai. Mais du coup, ça permet derrière, si jamais l'employeur ne veut pas lancer une enquête, par exemple, très rare D'avoir un délai. d'avoir au moins une date. Et après, parce que ça veut dire que quelque part, il y a un délit d'entrave. Et en plus, on peut faire intervenir l'inspection du travail dans ce cas-là. Mais c'est juste en termes de charge de la preuve, par exemple, de matérialisation de la demande, ça permet derrière d'avoir une preuve, pour dire on a fait Ouais, il a donc deux fautes, parce qu'il a délit d'entrave pour pas avoir pouvoir bloquer du coup les actions des élus, Ouais, et en plus pas avoir pris en considération le harcèlement. exactement. Ouais. Dans ces cas-là, on pourrait même dire qu'il n'a pas rempli son obligation de sécurité quand on lui a transmis l'information. Ok. Un service constitué de trois collègues masculins, un manager masculin. Lors d'une réunion commerciale, tous les hommes sont invités, sauf la femme qui fait partie de ce service et dont la fonction est très importante. Sommes-nous sur un harcèlement, car aucune raison de justifier que cette personne ne soit pas conviée à cette réunion? Alors, on ne sera pas sur du harcèlement, on sera La plus sur de la discrimination. discrimination. Tout à fait. On sera plutôt sur de la discrimination. Harcèlement, il faudrait vraiment qu'il y ait des agissements qui portent enfin, je vais remettre la définition. Hop, c'est celui d'après. Vous voyez, il faut que ça atteigne au droit et à la dignité du salarié, à atteinte à sa santé physique ou mentale, ou si le fait de l'exclure, par contre, systématiquement des réunions, du coup, l'empêche d'avoir des informations, donc l'empêche, compromet du coup son avenir professionnel, et du coup, la met dans une situation, donc risque d'ailleurs, ça peut être le burn-out qu'on va voir après, mais du coup, de porter atteinte à sa santé mentale. Parce que du coup, ça crée de l'isolement. L'isolement, bah, du coup, ça précarise la santé des salariés, et du coup, c'est Et une qui sorte de peut basculer sur placardisation. un harcèlement moral. Exactement, la placardisation est reconnue comme du harcèlement moral. Ok. On a une question qui dit quel est le délai légal pour dénoncer un cas de harcèlement ou agissement sexiste? Est-ce qu'il y a un délai déjà légal? Il n'y a pas de délai, mais enfin, on est sur du délit. Donc, on va dire alors là, c'est pas pour le dénoncer dans l'entreprise, mais pour que le salarié fasse une action en justice, mais le volet pénal, normalement, c'est 6 ans. 6 ans. Ouais, il y a une prescription de 6 ans sur Ok. 5 ou 6 ans. Parce que les prescriptions pénales, j'avoue que je les connais pas terriblement bien. Et normalement, c'est ça, puisqu'après, bah, au-delà, on arrive sur du crime. En fait, Ok. les infractions pénales, vous avez contravention, délit, crime. Ok. Euh, Qu'est-ce que nous pourrions faire si les victimes voulaient rester confidentielles? Alors ça, c'est là tout le problème. C'est-à-dire On est obligé de que, dénoncer pour. ouais, c'est-à-dire qu'il faut que ça fasse suite à un signalement, entre guillemets. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est si toutes les victimes aujourd'hui il y en a plusieurs, ça aide en disant que c'est quelque chose qui est systémique dans l'entreprise. Ok. Et donc, du coup, aller sur une alerte en dénonçant un système et non plus une personne. Ouais, du coup, si c'est s'il y a Et si c'est une autonomie, ouais, si c'est c'est de pour nous. l'individuel, c'est compliqué parce que derrière, bah, vous avez quand même un principe du contradictoire Ouais. qui existe pour la défense, tout ça. Et du coup, c'est valable aussi dans une entreprise. Donc, sinon, ça revient à dire on m'a dit que. Ok. Quelle est la force probante de on m'a dit que? Donc l'anonymat fonctionne s'il est en nombre, quoi. S'il est en nombre, c'est plus facile. En Ok. disant on a eu tant de témoignages, on le présente à l'entreprise en étant anonymisé. Mhm. Ça, il n'y a pas de souci. Et après, on lance une enquête. Mais pareil, au moment de l'enquête, la direction va dire, j'ai besoin d'entendre les personnes qui se disent victimes de harcèlement. Bien sûr. Parce Ouais. que c'est une enquête conjointe, c'est pas que l'enquête du CS. Donc là, l'anonymat, c'est compliqué sur des procédures de harcèlement parce que, et c'est du courage qu'il faut, mais et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est encore dans ces situations où finalement le harceleur vit plutôt bien la Mm. situation parce que trop de personnes ont encore peur Ouais, ont peur d'aller- des conséquences ouais, de le de dire en leur fait. métier. Alors que la loi les protégerait, mais c'est vrai qu'en pratique, ça peut faire peur. Ok. Et c'est pour ça que le CSE dans l'accompagnement est Ouais, c'est là où ouais. c'est là où le CSE a un rôle hyper important, Bah, au-delà de tout je le trouve légal. que c'est même là où le CSE reprend un peu un élu, de manière générale, pas forcément le CSE, mais c'est l'être de noblesse.
C'est-à-dire là, on est vraiment sur de l'accompagnement du salarié dans l'entreprise pour une situation qui est très peu confortable pour le salarié. Et on dépasse du coup ce côté où beaucoup de salariés identifient le CSE sur les chèques vacances. Ouais. Ouais, là, on est vraiment on essaie vraiment d'améliorer et de soutenir un salarié. Enfin, je trouve que c'est une des plus belles vocations d'un élu. Ouais. C'est-à-dire accompagner, même si c'est une situation horrible, mais c'est se sentir utile, à mon sens. Ok, on a une précision sur la question de tout à l'heure Ouais. qui disait la question c'est de savoir si le référent harcèlement ou la CSSCT suffisent pour l'employeur ou s'il doit informer la totalité des membres du CSE. Alors, ce sera la totalité des membres. Pourquoi? Ouais. Parce que la CSSCT, donc Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, personne qui n'avait pas, je pense que tout le monde a Je pense que les gens le l'acronyme. savent maintenant. Ouais, non, mais je préfère au cas Ouais, où. t'as raison, ça. La CSSCT, c'est juste une émanation du CSE. Au final, celui qui est décisionnaire à la fin, c'est le CSE. Aujourd'hui, les textes ne disent pas il faut alerter la commission, ils disent il faut alerter le CSE, enfin informer le CSE. Donc ça, c'est le CSE de manière collégiale qui doit être informé. Alors après, l'accord de mise en place du CSE, c'est là où on voit toutes les commissions. Il peut y avoir une délégation de pouvoir qui est faite à la commission. Pour moi, sur ces sujets-là, ça doit rester au niveau du CSE et pas au niveau de la commission. Le travail de fond peut se faire qu'au niveau de la commission, mais tout le reste au niveau du CSE. Ok. Il reste 2 questions après, on va pouvoir Ouais, reprendre. putain, Vous avez parlé de faire une réunion extraordinaire sur l'enquête, mais donc cette réunion n'est pas obligatoire pour pouvoir discuter s'il y a des divergences sur le résultat et les actions mises en place. Alors, on va revoir du coup réunion ordinaire et réunion extraordinaire. Les réunions ordinaires, c'est les réunions qui sont prévues par le Code du travail. Donc, sur les entreprises de plus de 300 salariés, c'est une réunion tous les ans. Pour les entreprises de moins de 300 salariés, c'est tous les mois, je voulais dire. Et pour les réunions de moins de 300 salariés, pour les réunions dans les entreprises de moins de 300 salariés, c'est une réunion tous les 2 mois. Ok. Donc, 6 réunions années. Ça, c'est les réunions ordinaires. Par contre, après, il y a ce qu'on appelle des réunions extraordinaires. Et ça, en fait, mon propos, ça veut pas dire que c'est pas obligatoire. Ça veut juste dire qu'elle se fait en dehors du cadre des réunions, du calendrier de réunions qui est prévu sur l'année. Et ça, l'employeur, il est obligé de la mettre en place, cette réunion. C'est pas une option. C'est l'obligation de la mettre en place à la fin de l'enquête, quoi qu'il arrive. Donc, c'est en ça, elle est extraordinaire parce qu'elle n'est pas prévue dans le calendrier. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est facultative. Ok. Et enfin, dernière question de Cédric. Donc, si un manager prouve qu'il n'a pas été formé par son employeur, son harcèlement mettra en cause l'employeur et non le manager. Alors, sur le volet pénal, ce sera toujours manager. Ouais. Mais par contre, sur le volet conseil des prud'hommes, Ok. on pourra reconnaître la responsabilité de l'employeur. Mais le harceleur reste toujours le harceleur. C'est-à-dire que demain, je peux pas, je vais te voler une sucette, une bêtise, hein, mais derrière, dans l'entreprise, et je dis, bah oui, mais mon employeur, il m'a jamais dit que j'avais pas le droit de te voler une sucette. Ok. J'ai toujours commis une infraction. C'est juste que par contre, la responsabilité de mon employeur qui a pas fait et qui a pas mis les mesures en place, là, du coup, en effet, on pourra pas lui dire quoi que ce soit. Enfin, on pourra lui dire, bah, t'es gentil, mais t'as pas rempli tes obligations. Ok. C'est bon? C'est bon. Ok. Du coup, on va passer au burn-out. Vas-y. Si le harceleur est le directeur général, si le harceleur est le directeur général, peut-on s'adresser au conseil d'administration? Oui. Il n'y a pas de. Si le harceleur est le directeur général, alors de toute manière, il faudrait dans ces cas-là que ce soit plutôt le service RH qui fasse l'enquête conjointe. Après, rien n'empêche le CSE en cas de divergence, soit ce que je disais tout à l'heure, en effet, saisir le CBH, Conseil des prud'hommes, soit en effet, rédiger un courrier au conseil d'administration pour faire part de. Le CSE peut tout à fait le faire en disant bah voilà, aujourd'hui, le directeur général est la personne qui est mise en cause. Mise en cause, après, c'est plus sur vraiment du pénal quand on est dans le cadre d'une procédure, mais mise en cause dans l'entreprise en tout cas. Et donc, dans ces cas-là, en effet, je alerter le conseil d'administration pour le révoquer potentiellement. Ok. Ce qui pourrait se faire, hein, mais
Sur l'enquête, on resterait d'abord au niveau du service RH où il ferait une délégation de pouvoir en disant que par contre, vu que c'est lui, le CSE pourrait dire, vu que c'est le directeur qui est incriminé, du coup, on veut une autre personne qui mène l'enquête et pas le directeur général. Ok. C'est rarement de toute manière les directeurs généraux qui mènent les enquêtes dans ces cas. Bon, on a d'autres questions qui pop, qui arrivent. Je te propose de finir Ouais, ta présentation, puis comme ça, on répondra aux questions. Je suis désolé pour ceux qui ont posé des questions, on répondra à la fin. après, Ça va nous permettre de finir. ouais, puis j'allais dire de toute manière, sur le burn-out, ça va, Ça c'est prend assez, bien. et puis c'est assez rapide. En vrai, c'est du pratico-pratique, Ok, essentiellement. Donc, parfait. pour le burn-out, rapidement. Pas de définition juridique du burn-out. Donc, je vous ai mis la définition du Vidal. Vidal qui est l'équivalent d'une encyclopédie pour les médecins. Un peu avec des définitions, les médicaments, on voit pas en fonction de la pathologie, etc., etc. Du coup, on reprend voilà, une définition reconnue par les professionnels de santé, en tout cas. Ok. S'il n'est pas défini légalement, il est souvent, donc, ce que je disais, le résultat de manquement de l'employeur pouvant être sanctionné. Harcèlement moral, ce qu'on a vu tout à l'heure, ou les manquements à l'obligation générale de sécurité. Pareil Ce qu'on qu'on a a vu vu, tout à donc l'heure. du coup, je reviens pas. Mais comment? Alors, du coup, ça, c'est pour les définitions. Hop, voilà, super. Comment ça se passe? C'est que quand on parle de burn-out, aujourd'hui, on a tendance à assimiler ça à une maladie professionnelle. En fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qu'on entend par maladie professionnelle. Vous avez en fait la maladie professionnelle, vous avez des maladies, par exemple tout ce qui est lié à l'amiante, c'est Code de la sécurité sociale, vous avez un tableau qui est déjà défini où on a telle maladie, il y a telle exposition, est reconnue automatiquement comme maladie professionnelle. Pour autant, peut y avoir des maladies professionnelles qui ne sont pas prévues dans ce tableau-là. Le législateur n'aime pas rajouter des maladies à ce tableau-là, ni la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, du coup, il faut passer par une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, d'accord? Après, autrement, vous avez juste la procédure plus simple, qui est la reconnaissance d'accident du travail. Ok. Donc là, j'ai mis les deux définitions. Donc, l'accident du travail, la procédure, c'est très simple. Vous allez voir votre médecin traitant. Il vous fait un arrêt de travail, mais il faut que ce soit un arrêt de travail, et c'est là qui est important, pour accident de travail. D'accord? Les conséquences de l'accident de travail, c'est une indemnisation dès le premier jour, la prise en charge par l'employeur si vous avez des dépassements d'honoraires des professionnels de santé, etc., etc. Plus augmentation de la cotisation, mais ça, c'est côté employeur. Du coup, ça ternit plus son image en même temps. Ok. Ça, Donc, en fait, ensuite, quand vous avez cet arrêt accident de travail, vous le transmettez à votre employeur dans les 48 heures. L'employeur doit le transmettre sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie, donc la sécurité sociale. Et généralement, il va faire des réserves. C'est-à-dire qu'il va estimer que l'état de santé n'est pas du tout lié au travail, parce que dire que c'est de ma faute qu'il est malade parce qu'il est en burn-out, l'employeur il mettra toujours des réserves. D'accord? Ensuite, la sécurité sociale va recevoir donc cet arrêt et va faire son travail, donc va examiner la demande et va étudier le dossier. Donc soit elle va demander des renseignements complémentaires, donc ça va passer par un questionnaire qu'on va envoyer aux salariés, à l'employeur. Ça peut, tout ce dont il a besoin en fait pour. Mais s'il reconnaît l'accident du travail, donc là c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc du coup dans ces cas-là, indemnisation dès le premier jour. S'il y a des accords d'entreprise, donc ça peut être à 100%, sinon c'est à 90%, ça c'est le code de la sécurité sociale qui s'applique. Plus après, prise en charge, je disais, des dépassements d'honoraires. Donc, vous faites la facture, vous transmettez à l'employeur vous rembourse. Très simple. Ça, c'est la première partie. Donc, après, des renouvellements d'accident de travail, donc des prolongations, tant qu'on ne se sent pas Tant bien. qu'on ne s'est pas soigné. Ouais. Exactement. Et après, donc, le volet maladie professionnelle que j'ai commencé à expliquer tout à l'heure, là, ça va être un dossier quand même qui est beaucoup plus lourd. Donc, le médecin traitant prescrit un arrêt de travail. Arrêt de travail classique, pas forcément accident de travail. Dans les 15 jours, on remplit une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle. Mm. Et c'est la sécurité sociale, donc ça on envoie à la sécurité sociale avec le médecin. Et c'est la sécurité sociale qui va informer l'employeur du dépôt de la déclaration. La sécurité sociale fait son travail, examen de la demande,
Et ensuite, il y a la sécurité sociale qui informe le salarié, l'employeur, le médecin traitant de la décision. D'accord? Peut ne pas, donc ce que je dis, oui, ne peut, je suis en train de relire ce que j'ai. Peut ne pas reconnaître le caractère professionnel, et là, dans ces cas-là, on est avec la maladie professionnelle, ce qui est intéressant, ça va être le cas en fait d'un licenciement pour inaptitude. Souvent, la conséquence, maladie professionnelle, ça va être soit un aménagement du poste de travail, soit la reconnaissance d'une invalidité. Bon, c'est très rare, mais du coup, qui va permettre le versement d'une rente au salarié, en plus, donc il va être moins travaillé, il va avoir une rente, soit le prononcé d'un licenciement pour inaptitude. Le licenciement pour inaptitude, c'est très spécifique, dans le sens où si on n'a pas la reconnaissance accident de travail, on n'a pas la reconnaissance maladie professionnelle, les conséquences du licenciement pour inaptitude, ça va être le versement d'une indemnité de licenciement, le versement de l'indemnité de congé payé, préavis non effectué, non rémunéré, du fait d'une maladie. Par contre, si on est dans le cadre d'une inaptitude, d'un accident de travail ou une maladie professionnelle, là, vous avez le doublement de l'indemnité de licenciement et l'indemnité de congé payé, bon ça c'est normal, et le paiement derrière de votre indemnité de préavis non exécutée, mais du coup, il sera rémunéré parce que c'est du fait de l'employeur, on est sur une maladie professionnelle ou un accident de travail, que le salarié n'a pas pu effectuer son préavis. Ok, donc tout dépend de si la CPAM reconnaît ou pas le caractère professionnel. Exactement. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas de reconnaissance automatique du burn-out comme maladie professionnelle, Mm. et ce qui va poser tout un tas de problèmes, dans le sens où, en fonction de la CPAM dont vous dépendez, il va y avoir une reconnaissance en tant que maladie professionnelle ou pas. Ok. Et le rôle du CSE là-dedans, c'est juste de nous Le rôle- connaître et de savoir. Ouais, c'est Informer. ça. C'est-à-dire que le burn-out, excusez-moi, le rôle du CSE, c'est en effet connaître ces procédures-là pour être sûr, déjà, d'une part, si on est dans le cadre d'un licenciement inaptitude suite à accident de travail, maladie professionnelle, bah, que le salarié part avec bien toutes les indemnités dont il a le droit. Et d'autre part, pouvoir renseigner le salarié. Donc ça, c'est son devoir, un devoir un peu d'information du CSE, en tout cas dans l'accompagnement, pour dire, bah voilà, et ça va se passer ça, 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 pas d'inquiétude, et être un peu une soupape pour améliorer le quotidien du salarié. Ok. L'accompagnement des salariés par les élus, Voilà, plusieurs leviers, ce que je disais tout à l'heure, mais je l'ai dit à peu près au fur et à mesure ouais, de ce webinaire, mais vous avez donc l'enquête sur les risques psychosociaux. Vous pouvez faire soit conjointement avec l'employeur, soit chacun de son côté. C'est pas parce qu'il y a une enquête qui est faite par l'employeur que le CSE ne peut pas faire sa propre enquête. Ouais. Idéalement, c'est de le faire conjointement parce que ça a plus d'impact, plus d'importance. Questionner sur la politique sociale et les conditions de travail des salariés. C'est ce que je disais un peu en amont sur les formations des managers, notamment. Et questionner sur le besoin en recrutement. Pourquoi le besoin en recrutement? Parce que sur le burn-out, vous avez donc le premier sur les conditions de travail, ça va être plutôt un burn-out suite à harcèlement moral, faire simple. Le second, sur le besoin en recrutement, c'est pourquoi? Parce que c'est un burn-out, parce qu'on épuise le salarié, parce qu'en fait, il y a un vrai besoin en recrutement, mais sauf qu'on ne recrute pas. Donc, du coup, un salarié fait le travail de 3 salariés. Tant que ça peut réussir. Et du coup, bah, c'est l'épuisement, et donc on arrive au burn-out. Ça, c'est important. Un outil qui est à disposition des salariés pour ces 2 points, notamment sur le besoin en recrutement, qui va pouvoir vous aider, c'est la BDESE. Base de données économiques, sociales et environnementales. Pourquoi? Parce que vous avez en fait sur les recrutements, je pense plutôt au recrutement, vous avez en fait l'effectif sur les 3 dernières années, l'effectif au moment T et la projection d'effectifs sur les 3 années à venir. Et à ça, vous le mettez en relation avec le chiffre d'affaires, l'augmentation ou pas l'augmentation du chiffre d'affaires du business de l'entreprise et la projection avec l'augmentation ou pas. Si vous voyez une augmentation, et pareil sur la masse, sur le nombre de salariés, vous voyez aussi tout ça. Si vous voyez une augmentation du chiffre d'affaires, donc une augmentation du business, une augmentation des contrats, mais que vous ne voyez pas derrière une augmentation de la masse salariale qui va avec, enfin de l'effectif plus que de la masse salariale qui ne va pas avec, bah, ça veut dire qu'à un moment donné, si pour l'instant on n'est pas encore
en situation de burn-out pour des salariés, c'est-à-dire que sur certains postes, à un moment donné, ça va être des salariés qui vont être en souffrance. Et donc, du coup, ça veut dire là, le CSE peut dire attention, et c'est notamment sur ces consultations récurrentes, donc conditions de travail ou économiques d'ailleurs, où on peut dire sur la politique sociale, on peut dire bah, attention, là il y a un truc, comment vous avez pallié, c'est très bien, vous envisagez une augmentation du business et compagnie. Par contre, comment ça va se passer au niveau des salariés et leur charge de travail. Donc ça, c'est on est au niveau du CSE, organe collégial CSE. Et après, il y a des leviers qui sont au niveau des ASC, activités sociales et culturelles. Ça peut être la mise en place, je vais arriver, d'une ligne d'écoute, psy, assistante sociale, tout ce qui est en fait des cellules d'écoute finalement, parce qu'on se rend compte que même si on communique beaucoup, et j'insiste, il faut continuer à communiquer beaucoup, c'est très important, sur certains sujets, on n'a pas envie d'en parler. On n'a pas envie d'en parler des gens avec qui on travaille. Et donc, du coup, l'idée de se dire, bah, nous, on a mis en place une cellule psy, vous pouvez l'utiliser, c'est de manière anonyme, c'est gratuit. Et bien, quelque part, ça favorise, je dirais, pas le climat social, mais en tout cas l'apaisement des salariés. Ça peut être, sans qu'on arrive à des cas de suicide, mais en tout cas, ça peut être un bon palier pour éviter justement d'arriver. Après, c'est dans des entreprises où vraiment on pousse au paroxysme, ça peut arriver. Du coup, c'est important, si on a un CSE d'une certaine taille, avec un certain budget, ça peut être la mise en place au niveau du CSE, quand le CSE peut le faire, puisqu'on est vraiment dans les activités sociales et culturelles. Et si le CSE n'a pas les budgets, ça va être, et donc là, je m'adresse encore aux délégués syndicaux, ça va être la négociation avec les délégués syndicaux, notamment dans l'accord QVT, qualité de vie au travail, pour que l'employeur prenne en charge une cellule d'écoute. Ok. Et je l'ai dit, voilà, je radote, du coup, développer les activités QVT, donc qualité de vie au travail, en complément de ce qui est proposé par l'employeur. Vous avez de plus en plus dans les entreprises ce qu'on appelle la semaine QVT, où vous allez avoir des chiropracteurs, des masseurs, des questions sur le régime alimentaire, sur la posture, exactement, tout ce qui est ergonomie, voilà, tout ça. Et ben, c'est peut-être au moment où, je ne sais pas si vous faites des salons, je m'adresse du coup pas à toi, mais du coup, à ce moment-là, peut-être voir en effet des prestataires qui proposent ce genre d'action. Et du coup, ça va favoriser le bien-être au travail et du coup, ça va éviter que les salariés se retrouvent en situation de burn-out. Et je crois que c'est tout. Merci beaucoup, Kevin. Pourquoi? Est-ce qu'on répondrait pas à des petites questions Eh bien oui, supplémentaires? c'est parti. Je vais commencer par l'espace conversation parce que j'en ai vu quelques-unes passer. On a Cédric qui a répondu. Alors, tu vas peut-être confirmer Ok. ou non. J'ai que faire quand le harceleur présumé demande des conseils, de l'aide au CSE? Ça, on l'a un peu abordé tout à l'heure. Bah, que faire? Quelqu'un qui a rejoint, c'est possible. Hein? Peut-être c'est quelqu'un qui a rejoint. Ouais. Eh ben, dans ces cas-là, que faire? C'est si ils font le CSE, comme j'ai dit, ça va être lancé automatiquement. Dans ce cas-là, autant sur certaines situations, on peut se dire on va lancer une conversation seulement avec l'employeur. Dans des cas de harcèlement, parce que c'est un sujet vraiment qui est grave et qui gangrène les entreprises, ça va être, et je pèse mes mots en plus quand je le dis, mais ça va être lancer un droit d'alerte. Thématiquement, un droit d'alerte. Alors après, mais je dis pas. Après, c'est pour ça que c'est important d'être formé en tant qu'élu, et tous les élus doivent être formés sur la question. Ça va être aussi de pouvoir jauger, déjà prendre le témoignage, c'est important de faire en sorte que la personne se sente entendue. Et ensuite pouvoir changer si, en effet, on n'est pas sur une erreur d'interprétation, une erreur de compréhension, ou de mauvaise interprétation de la situation. Ça peut arriver. Bon, c'est rare, mais ça peut arriver. Et dans ces cas-là, plutôt l'accompagner à votre niveau directement, son ancien droit d'alerte. Ou alors, ça veut dire que voilà, les propos sont suffisamment graves et le questionnement est suffisamment important pour dire je lance un droit d'alerte. C'est de réagir assez rapidement. Donc en fait, il y a deux grands axes. Il y a un côté préventif qui est de bien communiquer et donner le rôle du CSE justement dans ces cas-là. Et le rôle du coup d'action où on va mettre en place un droit d'alerte pour C'est ça. empêcher ces... C'est faire une mini-étude quand même avant de lancer le droit d'alerte, une mini-étude au niveau du CSE pour dire, bon, bah oui, en effet, dès qu'il y a un doute, de toute manière, dès qu'on n'est pas sûr sur l'alerte, dans ces cas-là, enfin, si on n'est pas sûr de la situation, s'il y a un doute, on lance un droit d'alerte. Mieux vaut lancer un droit d'alerte et dire, bah, finalement, la conséquence, c'est qu'en effet, on n'est pas dans le cadre d'un harcèlement, mais c'est pas grave.
Au moins, on est sûr d'avoir fait le job, on est sûr de ne pas avoir laissé passer une situation. Après, si vous sentez que non, il n'y a pas du tout de harcèlement dans ce cas-là, vous gardez ça à votre niveau, vous accompagnez, vous expliquez, vous creusez un peu. Ok. Du coup, il y avait une question, c'est à quel moment le CSE doit être informé et s'ils ne sont pas sûrs d'un harcèlement. En l'occurrence, c'est le CSE qui est censé être informé dès le départ. C'est mieux. Ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le salarié peut décider d'aller informer seulement son service RH. Et c'est pour ça que c'est important de bien s'identifier comme les réceptacles finalement des demandes. Tous les cas de licenciement pour inaptitude sont-ils concernés par le doublement des indemnités? Non, seulement l'inaptitude pour accident de travail et maladie professionnelle. C'est exactement ce qu'a répondu Cédric. Et voilà. CSE habitué, c'est tout. En quoi consiste une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle et qui la remplit? Salarié ou médecin? À quel moment la maladie professionnelle Alors, est appelée burn-out? jamais. Jamais, vu que c'est pas légal. Jamais, exactement. Mais c'est le médecin qui remplit la déclaration, c'est le salarié qui l'envoie. C'est fait conjointement. Ok. Médecin traitant, et pas la médecine du travail, pour médecin traitant et salarié. Peut-on demander, là c'est Cédric qui pose une question, peut-on demander, quand c'est une cellule d'écoute payée par la boîte, un compte-rendu sur les problèmes psychologiques et risques de burn-out, même si nous n'avons pas les noms des salariés? Ça se négocie. C'est-à-dire que Parce que c'est les protections des données médicales, ouais, il précise. oui, non, mais c'est ça. Alors oui, et en même temps, on peut demander des grandes thématiques. Donc en effet, il y a une certaine anonymisation. On peut demander une étude, un espèce de rapport, notamment sur la consommation, ce que ça a été utilisé. Mais en effet, pour la protection des données, il faut s'assurer, enfin, l'entreprise avec à laquelle vous faites appel filtrera automatiquement pour ne pas donner des données personnelles. Donc, c'est-à-dire que les grandes thématiques, ça va être ça. Ce qui va vous permettre, en effet, derrière, des indicateurs pour connaître la santé mentale de l'entreprise, si je puis dire. C'est pas vraiment beau comme terme, mais en gros, prendre la tendance à savoir est-ce qu'on est une entreprise qui est essoufflée psychologiquement ou est-ce qu'on est une entreprise où finalement, c'est pas utilisé parce que tout va bien. Mais du coup, vous pouvez demander des rapports. C'est juste l'entreprise à faire en sorte que ce soit anonymisé. Ça, ces entreprises-là, de toute manière, le savent déjà. Enfin, quand ils font des rapports, ils savent déjà ce qu'ils doivent respecter parce que eux, pour coup, le secret médical, il pèse sur eux. Ok. Pour répondre juste à Lydia Bertrand, oui, ceux qui doivent quitter, parce que là on est en train de dépasser, il est 13h, ceux qui doivent quitter, évidemment, on enverra via la liste des inscrits la présentation et tout ce qui va avec. Il y aura aussi un best-of de ce webinaire pour pouvoir le re-regarder si vous en avez besoin. Autre question, la placardisation Oui. qui mène au burn-out peut-elle justifier un droit d'alerte? Oui. Simple. De toute façon, ce qu'on a dit, c'est le réflexe, le droit Oui, d'alerte. c'est ça. Oui. C'est-à-dire que ça peut être parce que la placardisation, en effet, va entraîner un burn-out. C'est une des conséquences de la placardisation. Mais pour autant, la placardisation en elle-même est reconnue comme une forme de harcèlement moral. Donc, harcèlement moral, c'est une atteinte aux droits des personnes. Il y a une alerte, atteinte aux droits des personnes. On peut l'utiliser. Fatima nous demande, la société doit-elle toujours avertir le CSE des alertes de harcèlement ou de burn-out? Alors, Edouard, oui. Oui, pourquoi? Parce que alors c'est informer, c'est pas alerter du coup. Il va informer parce que on est sur de la condition de travail, on est sur de la santé, de la sécurité. Donc c'est une obligation, en tout cas, d'informer sur ces questions-là, en fait, d'informer comme quand vous avez un accident de travail, vous avez l'obligation d'informer le CSE qu'il y a eu un accident de travail. C'est une information, mais ça va pas aller plus loin qu'une information. Mais oui. Et c'est après comment le CSE se saisit de cette information. C'est là toute l'importance. Ok. On a une précision de la question de Albin tout à l'heure. C'est Lionel qui nous fait remarquer qu'en fait, la question était sur le harceleur présumé. Et en fait, la question, c'était que faire quand le harceleur présumé demande des conseils, de l'aide au CSE? Ah, Le harceleur, pas le harceleur. alors, c'est toujours un peu gênant, Ouais, ces situations, mais ça peut arriver. Pourquoi? Parce que le CSE, c'est un organe collégial qui tous les salariés. représente tous les salariés. Et le CSE se doit aussi, même dans l'enquête, d'avoir D'être impartial.
Exactement, un devoir de neutralité, j'allais dire, mais c'est c'est exactement ça. Donc du coup, bah, il faut lui répondre. Après, j'ai envie de dire, on est des humains, donc c'est à vous de voir la mesure, de voir comment réagir. En fait, à vous de voir comment, voilà, si vous trouvez qu'en effet, les faits sont tellement avérés, sont tellement sûrs que bah, vous lui répondez en disant bah, il faut être honnête, dire ce qui va pas. Alors peut-être du coup le questionner un peu plus, tu as agi comme ça, mais est-ce que l'employeur t'avait mis dans de bonnes conditions pour faire ton travail? Parce que souvent, sur du harcèlement moral, vous pouvez avoir aussi du harcèlement moral par répercussion. Je dis pas que c'est tous les cas qui sont comme ça, mais c'est parce que la personne est elle-même harcelée par son N+1, donc qu'elle va harceler derrière son N-1. Du coup, vous avez une espèce de cascade sur un climat délétère horrible dans l'entreprise. Mais ça peut arriver. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est important. Et le CSE, son rôle, c'est ce côté un peu neutre, finalement. Et quand je dis le conseiller, ça va peut-être juste lui rappeler les obligations légales. Aujourd'hui, qu'est-ce que du harcèlement moral? Et peut-être le questionner. Pourquoi toi aujourd'hui, ça fait partie de l'enquête Ouais, du REDER, pourquoi toi aujourd'hui tu estimes que tu n'as pas harcelé la personne? ouais. Et puis du coup, déterminer si c'est justement abusif de la part du salarié qui Hmm. déclare un harcèlement ou Exactement. si le manager a pas compris en fait ce qu'était que du harcèlement. Et puis derrière aussi, ça va être se dire, bah, peut-être que finalement, s'il vient nous questionner aujourd'hui, bah, est-ce qu'il n'y a pas un problème de manière générale dans l'entreprise, Sur la compréhension du... sur la politique de l'entreprise, pas forcément en termes de harcèlement, mais en termes de management Hmm. ou en termes de culture d'entreprise. Ouais, des formations, etc. par exemple. Exactement. Ok. Quelle action à mener lorsque le médecin du travail déclare le salarié pour inaptitude sans reclassement possible, Ouais. mais n'a pas fait le nécessaire pour considérer cela comme une maladie professionnelle? Alors, Bon. c'est une bonne question. Ouais. Non, bah, c'est très technique. Ben, en gros, pour faire simple, il faudra partir en contestation de la décision de la médecine du travail sur enfin, on conteste l'avis d'inaptitude. De mémoire, je crois qu'on l'a. Alors, ça a changé. Mince. Non, ça doit être une contestation devant l'inspection du travail, de mémoire. Ok, Ouais. complexe quoi. Et de la personne, ouais. Ça arrive rarement, mais oui, enfin, par contre, c'est le salarié qui Mm. devra contester. Mm. Du coup, en disant que non, normalement, ça aurait dû être considéré comme maladie professionnelle Ok. ou accident de travail, à la limite. Comment on justifie la placardisation? Alors, j'ai envie de dire, ça se justifie pas, de base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un principe en droit du travail qui est le salarié doit se mettre à disposition pour l'employeur, échanger une rémunération, mais l'employeur, sa contrepartie, doit fournir du travail au Le salarié. devoir de travail. Donc du coup, si ça se justifie pas, c'est-à-dire on peut estimer on peut estimer qu'il y a une placardisation quand on retire tout sens au travail d'un salarié. Ouais. Par exemple, il était responsable, on lui retire toutes ses missions où il devait manager une équipe, on lui retire tous ses gros dossiers, que finalement, à 9 dixièmes de son temps, il fait rien. Quelque part, c'est rigolo un temps, parce que du coup, moi, je suis payé à rien faire, je travaille sur mes yeux, mais au bout d'un moment, c'est très pesant pour un salarié. Quand je dis c'est rigolo, c'est vraiment une semaine. Et est-ce qu'on peut parler de placardisation quand c'est non pas la charge de travail Qui qui est diminue. plus là, mais le travail en lui-même, c'est-à-dire qui ne correspond plus à l'intitulé Alors oui, non. et le contrat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a ce qu'on appelle modification de conditions de travail, c'est-à-dire que à partir du moment où il n'y a pas là, je parle quand on n'est pas élu. C'est plus compliqué quand on est élu, mais quand on est un salarié lambda, entre guillemets, euh, il y a, en fait, à partir du moment où les qualifications ne bougent pas, que le lien hiérarchique avec l'employeur ne bouge pas, on peut changer, et qu'on est toujours à peu près sur le même corps de métier, hein, Mmh. on peut changer de mission, et ce qu'on appellera une modification de conditions de travail, on ne demande pas l'accord du salarié pour ça. Donc ça, c'est possible. Maintenant, si on lui demande de faire totalement autre chose, qui n'est pas formé, on lui demande des choses qui sont une qualification beaucoup moindre que ses qualifications à lui, là, dans ces cas-là, on ne sera pas sûr de la placardisation. En effet, on pourrait estimer qu'il y a, ouais, quand on parlait de harcèlement moral, il y avait la partie l'avenir professionnel. Mmh. Du coup, ça compromet l'avenir professionnel parce que du coup, on le met pas en situation de pouvoir évoluer professionnellement. Et après, il y a l'obligation de toute manière de maintenir l'employabilité des salariés dans l'entreprise, enfin, dans le monde du travail.
Dernière question, Kevin. Oui. Est-ce que ce support de formation visible à l'écran sera transmis aux participants Oui, à cette formation? ça sera transmis. Oui. Oui, oui, on va vous transmettre, du coup, comme je disais, ce support par mail dans les jours qui suivent là, le webinaire. Il y aura aussi un best-of, alors du coup, plus tard de ce webinaire. Et puis, si jamais vous avez des questions juridiques que vous souhaitez poser ou vous voulez être renseigné en tant qu'élu, vous avez le droit à un renseignement juridique auprès de Solucia en vous rendant sur notre site web. Donc, n'hésitez pas. Merci Kevin pour la présentation. Avec plaisir. Merci à tous pour votre présence. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Bonne journée. Et au revoir à tous. Au revoir.